Afrique Média. Le monde, c'est nous. Oui, bonsoir monsieur, je suis M. Teka. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Appel sur le continent sur la télévision panafricaine. Nous sommes très heureux de vous retrouver toujours aussi nombreux à nous regarder. Sujet inédit cet après-midi, car il s'agit bien sûr d'un événement inédit. C'est une première. On parle bien sûr des manœuvres militaires conjointes entre l'Algérie et la Russie. Et bien vous le savez, ces manœuvres, les deux pays préparent cela depuis l'année dernière. Elles ont finalement eu lieu à Béchir, la 3e région militaire, selon donc ce qui a été rapporté par des médias locaux algériens. Les exercices dureront plusieurs semaines et se dérouleront sur la base militaire de Amaguir. Les exercices ont eu lieu à seulement 50 km de la frontière avec le Maroc. On en parle ce soir avec nos invités, nos experts bien sûr. Il s'agit plus précisément pour l'Algérie et la Russie de lutter efficacement contre le terrorisme dans le Sahel, en décidant de lancer finalement ces manœuvres militaires, mais aussi de contrecarrer justement la voie à l'OTAN lorsque celle-ci, l'organisation bien sûr, propage le terrorisme partout dans le Sahel, selon ce qu'a rapporté il y a certains commentaires des analystes ça et là. On en parle donc avec nos invités. Ils nous ont rejoints, Gamal Abina, qu'on a le plaisir de retrouver, Linda Larbaoui également, qui est avec nous cet après-midi pour en parler. Bonsoir à vous, bienvenue, merci de nous retrouver en direct. Linda Larbaoui, je commence avec vous. De façon ramassée, Linda Larbaoui, dans un premier temps, après, qu'est-ce que vous pensez finalement de ces manœuvres conjointes entre l'Algérie et la Russie qui ont enfin eu lieu? C'est inédit, c'est la première fois. Qu'est-ce que vous en pensez à première vue? Bonsoir à toute l'équipe d'Afrique Média, Gamal, à vos invités, spectateurs. Je vous ai parlé de ces manœuvres déjà depuis le mois d'octobre ou novembre. Je vous en parle depuis que les Algériens ont fait des manœuvres en Russie et il était prévu qu'il y ait un acte 2, numéro 2, et que ça devait se passer justement dans le colon Béchar. Ça me fait énormément plaisir que ça se passe là, parce que Amaguir a une représentation très particulière pour les Algériens. C'est là où la France a développé ses missiles, c'est là où la France a développé également sa conquête vers l'espace, c'est là où la France a invité Israël aussi pour qu'ils développent leurs missiles balistiques. Et la France a tenu à garder cette station spatiale, parce que c'est une station spatiale. Elle a tenu à garder ça jusqu'en 67. Donc, ils avaient négocié, lors du traité d'Évian, ils avaient négocié justement la présence militaire française pour un développement scientifique. Ils ont appelé ça comme ça, jusqu'à la fin de leur opération. Et on connaît déjà ce qui s'est passé en 63. En 63, il y a eu la guerre des sables et en réalité, la guerre des sables, le Maroc était poussé pour récupérer le colon Béchar par rapport à deux choses. Il y a cette station qui est très particulière, qui connaît à l'Afrique justement une envolée vers la conquête de l'espace aussi. Elle est particulière, cette station. Et donc, il y a cette station, mais il y a aussi Rar Jubilet, qui est une mine à ciel ouvert, une mine de fer à ciel ouvert. Mais là, ce soir, on parle de Amaguir. Il y a effectivement ces manœuvres militaires qui sont attendues depuis très longtemps, donc ça n'a rien à voir avec l'histoire de la Russie. Essayer de sortir les Russes de l'isolement, tout ça, c'est
c'est du pipeau. Depuis quelques jours, on voit ça sur les réseaux sociaux par rapport à la presse étrangère. Donc, c'était prévu bien avant, puisque moi-même, j'en parle sur Afrique Média depuis octobre-novembre par là. Et il y a eu récemment une signature de beaucoup d'accords entre la Chine et l'Algérie, et notamment le développement dans tout ce qui est spatial. Donc il y a deux choses, et je pense que c'est lié, et je pense que l'Algérie va utiliser cette station éventuellement pour permettre à l'Afrique aussi de connaître ça. Et je vais rajouter quelque chose qui est très particulier. Quand on connaît le Sahara, quand on connaît le Sahel, et souvent j'ai associé le Mali à l'Algérie ou l'Algérie au Mali, ce qui gêne actuellement, c'est ces accords avec la Chine et l'Algérie, mais les accords entre le Mali et l'Algérie. Et aussi, ça peut permettre justement à l'Afrique, personne n'a voulu aider le continent africain pour connaître ça. Tous les continents, ils ont eu le droit à cette chance, la science et l'envolée vers l'espace. Donc, Hamagir peut permettre aux Africains tout ça. Je connais aussi la mentalité du gouvernement actuel qui va vers le panafricanisme et vers aussi les accords entre les pays africains. Il y a un rapprochement entre la Mauritanie, l'Algérie, le Mali, le Niger aussi, même si beaucoup critiquent le président actuel, mais un président est là pour un laps de temps et un jour il partira. Donc Boumedienne nous disait il ne faut pas insulter le futur. On ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Donc cette station peut être très très importante pour les Africains, en dehors du fait qu'actuellement il y a des manœuvres pour lutter contre le terrorisme. Et cette station marque vraiment un point crucial dans le futur du continent. Alors, Gamal Labina, on parle bien sûr de ces exercices militaires algéro-russes. On a dit que c'est une première à Béchar. Alors, la question que j'aimerais vous poser, à tout avoir, Gamal Labina, avec le nom qui a été donné justement à ces manœuvres militaires algéro-russes, on sait qu'il s'agit des premiers. On a dit que c'est inédit parce que ce sont les premiers exercices militaires conjoints effectués sur le sol algérien depuis l'indépendance, mais la question a tout à voir avec le nom. Ces manœuvres ont été baptisées Bouclier du désert 2022. Alors, selon vous, est-ce que ce nom a une signification particulière dans le contexte sahélo-saharien? Bonsoir déjà pour commencer à tout le monde, au plateau, à vous et aux téléspectateurs ainsi qu'à Linda. Donc oui, pour répondre à votre question, le nom a une particularité qui n'est pas anodine. Il est même pas dit en français, il est dit en anglais, c'est Shield 2022 donc. C'est le bouclier destiné à protéger l'Algérie de potentielles agressions. Alors vous avez noté effectivement qu'il s'est fait à la frontière avec le Maroc, avec lequel l'Algérie pour l'instant a des relations assez difficiles. Vous avez noté aussi que c'est dans le sud algérien, Béchar, le colon Béchar, et que c'est pas anodin que ces manœuvres se passent dans le Grand Sud pour des raisons historiques et traditionnelles. Ça a été évoqué la guerre des Sables de 63, donc tout un tas de difficultés passées qui ont toujours une certaine actualité. Puis vous avez noté aussi que l'Algérie, depuis qu'elle a fait sa réforme constitutionnelle, s'autorise maintenant à pouvoir, je parle de l'armée algérienne, sortir des frontières. Donc oui, bouclier 2022 ou Shield 2022, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Algérie et la Russie ont pris acte du fait qu'aujourd'hui, il y a une sorte de nouveau rideau de fer qui s'est abattu sur le monde, qui a une division du monde Est et Ouest à nouveau, et que l'Algérie, qui traditionnellement était plutôt proche du bloc soviétique, semble se rapprocher de façon inexorable d'une alliance réelle et stratégique. Après sa demande d'adhésion aux BRICS, encore une fois, on retrouve la Chine et la Russie, mais surtout avec l'idée qu'il faut sécuriser sa frontière sud. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez les frontières algériennes, que ce soit la fermeture totale avec le Maroc, le Sahara occidental avec lequel ça ne se passe pas bien, la question du Mali qui est instabilisée, ça s'arrange actuellement, mais il y a quand même des difficultés, la question libyenne qui est instabilisée, la Tunisie qui reste quand même très fragile. La plupart des pays frontaliers de l'Algérie sont des pays traversés par des troubles ou des guerres ouvertes, comme la Libye par exemple. Et donc ces manœuvres-là sont destinées à envoyer deux signaux très forts à l'Occident. Premier signal, c'est que l'Algérie, qui vient de signer un contrat cadre record de 13 milliards de dollars
d'achat d'armement à la Russie et qui en plus va augmenter son budget jusqu'à 13% du budget d'État, puisqu'il montera à 23 milliards de dollars ces équipements militaires, démontre qu'elle est en posture déjà très offensive par rapport à la défense du pays. Ensuite et surtout parce qu'avec les relations très cordiales qu'elle a nouées avec le Mali, avec la relation libyenne qui n'est pas apaisée et pour laquelle elle a été écartée de la négociation alors qu'elle a une influence considérable, l'Algérie décide de prendre son destin en main. Elle sait que la sécurité à sa frontière est essentielle puisque pendant 10 ans, on a eu des difficultés à l'intérieur du pays et qu'aujourd'hui, la question du djihadisme, qui est une émanation de ce qu'on appelait à l'époque le GSPC, groupe salafiste pour la prédication et le combat, eh bien ce GSPC, qui est devenu après AQMI au Maghreb, Al-Qaïda et tout le reste, est devenu un problème aux frontières algériennes. Il a été éradiqué du territoire, mais il s'est déporté sur le Mali qui était plus fragile, sur le Burkina et sur les pays du Sud. Donc les Algériens, quand ils font des manœuvres militaires avec les Russes, font des manœuvres conjointes parce qu'il y a sans aucun doute, on peut l'imaginer, un accord tacite entre les deux nations pour dire qu'ils vont sécuriser la région et c'est le Sud qui veut sécuriser. Donc les Russes sont déjà présents, comme vous le savez déjà, au Mali. Ils vont sans doute se déployer peut-être, qui sait, au Burkina, puisqu'apparemment il y a un changement de pouvoir qui est en train de se mettre en place. Peut-être un accord avec le Niger, tout est possible, hein, rien n'est à exclure, mais il n'en demeure pas moins aujourd'hui que les manœuvres militaires qui, et c'est une première, pour la première fois, voient une armée étrangère depuis l'indépendance de l'Algérie il y a 60 ans, fouler le territoire algérien sur demande algérienne avec un accord cadre. Ça faisait suite aux manœuvres militaires qui avaient eu lieu du côté de la Russie, puisque les forces algériennes étaient présentes là-bas. Aujourd'hui, 80 militaires russes sont sur le sol algérien. En termes symboliques, c'est très fort. C'est un marqueur idéologique assez conséquent. Et l'Algérie prouve encore une fois qu'elle veut prendre le leadership de l'Afrique du Nord et reprendre peut-être dans une démarche positiviste la possibilité de ramener la paix civile, puisque la tradition algérienne au départ est une tradition de diplomatie avancée. On sait que ces manœuvres militaires conjointes entre l'Algérie et la Russie se déroulent du 16 au 26 novembre courant. Alors, mais la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'il y a comme une sorte, d'après ce qui nous a été rapporté, une sorte de coïncidence ou un hasard. Je me pose la question et je vous la pose d'ailleurs parce que le moment de l'annonce et de la confirmation d'ailleurs de ces exercices au cours du mois de 2022 a d'une certaine façon coïncidé avec les visites dans la région du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, ce qui inscrit donc en quelque sorte ces exercices dans le contexte de la guerre en Ukraine non seulement, et aussi de la division qui est bien visible entre la Russie et l'Occident. Est-ce que c'est tout simplement une coïncidence ou alors c'était un hasard selon vous, Linda Larbaoui? Un hasard, non, il n'y a pas de hasard. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi personnellement, j'en ai parlé pour la première fois, c'était l'année dernière, entre fin octobre, début novembre, quand il y avait ces manœuvres en Russie. C'était déjà prévu qu'il y ait des manœuvres dans le Sahel. Et j'en ai parlé à chaque fois qu'on a eu l'occasion justement d'aborder un sujet pareil. Donc non, c'est pas un hasard, mais c'est pas non plus contre quelconque pays, même si les Marocains, ils le prennent un petit peu contre eux par rapport aussi au lion africain qui se faisait au Maroc. D'ailleurs, Blinken l'a annoncé il y a quelques mois que c'est suspendu pour le moment et apparemment, ils ont même proposé à l'Algérie de faire ces manœuvres-là en Algérie. Donc non, il ne faut pas oublier aussi une chose, que l'Algérie s'équipe à 65% chez les Russes, donc il y a des nouvelles armes qui sont rentrées, ça c'est sûr, on a besoin de les mettre en exercice, et il y a aussi toute cette frontière qu'il faut sécuriser, ce que M. Gamal Abina disait. Et il y a la présence russe maintenant au Mali, et puis ils ne sont pas habitués à combattre ou à faire des exercices dans un climat pareil, donc il faut le mettre en pratique maintenant. Nos amis maliens n'ont pas encore tous les équipements qu'il faut, donc c'est l'Algérie qui peut jouer ce rôle. Et il y a ce rapprochement encore depuis, je dirais, depuis le Hirak, depuis l'élection de Tebboune, le président Tebboune, le 12 décembre 2019, où l'Algérie a complètement changé son objectif dans le développement du pays, dans la sécurisation des frontières, dans les nouveaux équipements aussi pour l'armée, mais ça n'a rien à voir avec les pays qui se pensent visés.
il ne faut pas oublier que l'affaire Ena Menas en 2013, eh ben, cette affaire-là nous a coûté très très cher. Et si ça recommence vers une autre ville, Tamen Rasset par exemple, l'Algérie risque de tomber. Donc aujourd'hui, le peuple algérien a pris conscience. Donc même s'il y a une augmentation de budget concernant l'armement, eh ben, on a besoin de ça pour être en paix. Et le gouvernement actuel a changé, ce n'est plus les vassaux qui travaillaient pour tel ou tel pays, c'est vraiment des gens qui veulent que l'Algérie avance, et nous avons une armée populaire qui est là aussi pour défendre les frontières, mais il faut lui donner aussi le confort, il faut lui donner les moyens. Et les moyens, ce sont les exercices. Maintenant, qu'est-ce qui peut déranger ? La France, depuis la guerre d'Algérie, n'a plus mené une guerre ouverte. Donc, et puis, ils font très, très peu de manœuvres parce qu'ils n'ont plus les moyens de les faire. L'Algérie se donne les moyens de les faire. Quand vous balancez un missile qui coûte 200 000 euros, c'est 200 000 euros que vous brûlez peut-être, mais ça fait partie de la sécurité du pays et du budget qui permet à l'Algérie d'être sécurisée. Il y a beaucoup de projets qui ont été mis en route maintenant, comme Raj Bilet, la mine a ouvert, donc on commence l'exploitation. Il y a aussi le port de El Hamdaniya, qui va être l'un des plus grands ports au monde, on a commencé la construction. Il y a eu aussi l'usine pour fabriquer les engrais azotés, donc nous avons toute la matière première, on a commencé à exploiter tout ça. Et il y a le gazoduc aussi qui vient du Nigeria et qui passera par le Niger et qui sera raccordé au gazoduc algérien pour rejoindre l'Europe. Tout ça, il faut le sécuriser. Mais c'est l'armée qui sécurise des choses pareilles. Ce ne sont pas des gardes champêtres ou ce sont des gardiens de nuit. C'est l'armée qui sécurise ce genre de matériaux, ce genre de projets, ce genre de gazoduc. Donc l'Algérie se donne les moyens par rapport aux projets qu'on a commencé à mettre en application. Et puis, les Russes ont l'habitude avec nous, nous avons l'habitude avec eux, puisque c'est pendant la guerre d'Algérie que les Algériens ont commencé à acheter des armes chez les Russes. Ça ne date pas d'hier, et ça a été d'ailleurs souligné par quelques personnalités américaines qui sont contre que l'Algérie soit visée par par un lobby quelconque aux États-Unis qui est l'AIPAC en réalité, c'est ça. Ça dérange Israël qui est une armée forte en Afrique, qui est une armée forte aussi pour défendre les intérêts africains. Quand on parle du gazoduc qui vient du Nigeria, eh ben, le Nigeria, s'il n'a pas cette possibilité, il va faire comment? Ça va être du gaz liquéfié qui sera très cher, qui sera peu abordable, mais ils perdront aussi dans les transports. Donc il y a beaucoup de choses à voir. Et ces manœuvres ne visent réellement personne. Pourquoi les Anglais ont le droit de faire des manœuvres au Maroc? Il y avait le lion africain, il y a les manœuvres entre Israël et le Maroc, mais nous, les Algériens, on ne dit rien. J'ai pas vu quelqu'un communiquer, un responsable algérien communiquer là-dessus. Tout ce que j'ai entendu, c'est le chef d'état-major Chengreha qui dit clairement les Algériens connaissent leurs frontières millimètre par millimètre. En dehors de nos frontières, ça ne nous regarde pas. Chaque pays est souverain. Comme nous demandons la souveraineté totale et que personne ne s'occupe de nous, eh ben, les autres pays ont le droit aussi d'être souverains et de faire ce qu'ils ont envie de faire comme exercice. Maintenant, nous, si on sent qu'il y a un danger qui vient de quelque part, on prend nos précautions, mais on n'a pas à polémiquer. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui les Français viennent polémiquer, mais je vous dis, la France a laissé dans son cœur cette station spatiale. La station spatiale qu'ils ont créée après et qui est en Guyane, elle n'est pas aussi efficace. Amaguir a réellement des particularités par rapport au climat, par rapport aussi au vent, par rapport à beaucoup de choses. Et des stations, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas pu développer des missiles balistiques parce qu'ils n'ont pas justement de stations.
Et la France voulait vraiment garder le colon Béchar. Encore une fois, je me répète, et c'est important qu'on le comprenne, c'est Hamagir et Rajbilet, ces deux endroits qu'elle voulait récupérer via la guerre des sables. Explication Linda Larbaoui. Alors, Gamal Abina, on dit bien que ces manœuvres militaires conjointes entre l'Algérie et la Russie sont inédites parce que ce sont les toutes premières sur le sol algérien. Et on sait aussi que de façon globale, l'objectif clair qui est donné, c'est que l'objectif justement, c'est la lutte contre les groupes terroristes en zone saharienne. Mais est-ce que justement, lorsqu'on évoque les manœuvres militaires entre l'Algérie et la Russie, est-ce qu'il y a d'autres objectifs derrière selon vous? Je pose cette question parce qu'on sait que c'est manœuvres militaires dans le cas de ceux qui ont débuté, ceux qui vont du 16, celles qui vont du 16 au 26 novembre, il s'agit en réalité des troisièmes exercices conjoints en 2022 entre les deux pays parce que au mois de septembre, les soldats algériens avaient participé, on s'en souvient, aux manœuvres Vostok 2022 dans le district militaire russe Est. Et puis en octobre, il y avait également un détachement de navires de guerre russes accostés dans le port d'Alger pour un exercice conjoint avec les forces navales cette fois-là. Et aujourd'hui, on a ces manœuvres. Si finalement, ça fait quand même au moins 3 exercices conjoints entre les deux pays. Est-ce que, au-delà justement de l'objectif qui est clairement donné, il y a d'autres objectifs peut-être inavoués derrière? Non, mais de toute façon, on a compris que les Algériens et les Russes travaillent main dans la main sur plusieurs fronts. Le premier front, c'est sur le front de l'équipement militaire. Les Russes avaient à l'époque une dette sur l'Algérie de 5 milliards de dollars qu'ils ont effacée afin de pouvoir, c'était du temps de l'Union soviétique, de pouvoir relancer le marché de vente d'armement à l'Algérie qui s'est maintenu de façon avec un rythme très soutenu. Aujourd'hui, 80% ou 90% des équipements algériens viennent des Russes, indépendamment de ce qui est fabriqué en Algérie, parce que l'Algérie produit maintenant ses propres blindés, véhicules légers, en collaboration avec une firme allemande. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on a des relations internationales qui ont changé, mais la relation russo-algérienne, elle n'a jamais bougé. Elle est toujours restée constante. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une accélération de l'histoire. On se rend bien compte que le Mali a été mis en difficulté par son nord, le nord Mali, et qu'il a fallu effectivement une intervention russe. Et ça semble aujourd'hui être une forme de prise en tenaille, puisque les Algériens participent quelque part à éradiquer ce mouvement dit séparatiste ou djihadiste. Donc, ils prennent une forme de tenaille avec la Russie entre le nord, donc l'Algérie, et le Mali, sur la partie sud, qui font qu'il va certainement y avoir, peut-être, hein, c'est probablement ça d'ailleurs, avec l'information et tout le reste, certainement une prise en tenaille de ces groupes pour les éradiquer, l'objectif étant de sécuriser le Mali. Donc, on a ce sentiment. Ensuite, c'est vrai que vous avez rappelé qu'il y a eu d'abord des manœuvres qui étaient maritimes, les manœuvres de l'armée de mer. Ensuite, maintenant, c'est l'armée de terre qui collabore avec des manœuvres militaires dans des grands espaces vides, et puis aussi les manœuvres aériennes. Les manœuvres de Vostok, c'est pareil, c'était des manœuvres de plusieurs armées qui étaient en train de se combiner pour montrer une certaine forme de coopération sur les différents corps d'armée. Aujourd'hui, la Russie se redéploie en Afrique, on l'a bien noté, elle s'appuie sur ses principaux alliés, l'Algérie en fait partie des principaux alliés. Elle se trouve effectivement engagée aussi sur la question libyenne, il ne faut pas le perdre de vue. La Russie est engagée sur la question syrienne et largement, puisque c'est quasiment la Russie qui a sauvé Bachar al-Assad. Et aujourd'hui, la Russie a l'intention de renforcer son positionnement africain avec un discours qui est très anti-impérialiste. C'est un discours qui est extrêmement orienté et qui rappelle que la Russie, comme le reste de l'Afrique, a subi, moins longtemps évidemment, durant 4 ans, le colonialisme de l'Occident emmené par les nazis. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a un redéploiement des forces, une redistribution des cartes, mais les alliés traditionnels russo-algériens, qui ont toujours été de grands alliés depuis toujours, puisque la Russie a participé dans une certaine mesure à la libération de l'Algérie, a reconnu très rapidement le gouvernement algérien, eh bien les Russes ont décidé d'accélérer leur relation, de l'améliorer, de l'augmenter, de faire en sorte que l'Algérie reste un allié. J'en veux pour preuve, sur la question par exemple du gaz et du pétrole, l'Algérie n'est pas précipitée au chevet des morts, entre guillemets, européens, les Allemands en particulier, pour suppléer au manque de gaz russe que les Russes ne fournissent plus pour les raisons qu'on connaît. Et elle a donné un petit peu de plus de gaz à l'Italie, c'est vrai, mais ne profite pas de façon opportune de ces opportunités. On voit bien qu'avec les questions espagnoles, les questions de principe l'emportent sur les questions économiques. Les Espagnols ont vu une réduction de leur approvisionnement en gaz pour la question du Sahara occidental. Donc l'Algérie garde une fidélité à la Russie, n'isole pas le pays, bien loin s'en faut, refuse les sanctions contre les Russes pour des raisons d'indépendance politique,
et surtout continuent et accélèrent leurs relations avec la Russie sur le terrain des échanges militaires et des échanges de coopération tous azimuts. Donc l'Algérie, effectivement, et la Russie ont décidé d'accélérer cette relation, et ils ne le font pas par hasard et n'importe où, ils le font dans le sud de l'Algérie. C'est une première. C'est une forme d'ouverture et en même temps une réduction, entre guillemets, de cette espèce de souveraineté absolue qui refusait la moindre présence militaire étrangère. Ce choix n'est pas anodin. Même quand l'Algérie fait les manœuvres avec les Américains, en général, c'est plutôt des manœuvres navales et jamais terrestres. Donc c'est vrai que ça bouscule un petit peu les cartes. Alors après, le sentiment que ça donne, c'est que ce Desert Shield 2022, comme on l'appelle, qui est donc le bouclier du désert 2022, un nom très emprunté à ces fameux boucliers du désert américains. D'ailleurs, c'est une façon un petit peu à pied de nez de se moquer de toutes ces appellations ridicules que les États-Unis utilisaient. Eh bien, ce Desert Shield est destiné à dire de façon très ferme que l'Algérie est là pour durer, que la relation avec la Russie sera durable et surtout que sur les questions de sécurité, il n'y aura pas de négociation. Si quelqu'un tente la moindre manœuvre contre l'Algérie, ça a été rappelé tout à l'heure par Linda sur In Amenas, la fermeté est totale. Le résultat, c'est que les terroristes qui avaient pris en otage les personnes ont été tous éliminés, malheureusement avec évidemment des otages, mais la fermeté a payé puisque pendant pratiquement 20 ans, on n'a plus eu la moindre tentative d'incursion sur le territoire algérien. Aujourd'hui, l'Algérie se déplace plus au sud, fait pression sur les groupes organisés et fera en sorte d'obtenir gain de cause, soit une reddition totale, soit une élimination totale. Alors, Linda Larbaoui, pardon, sur ce que dit Gamal Abina à l'instant, que si quelqu'un tente la moindre manœuvre sur l'Algérie, la fermeté est totale. La question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir, alors, lorsqu'on observe justement, lorsqu'on voit l'approfondissement justement des relations de tout genre entre la Russie et l'Algérie ces derniers mois, ces dernières années, et particulièrement les relations militaires, est-ce que selon vous, toutes ces manœuvres qu'on observe sont uniquement d'ordre tactique ou alors sont désormais aussi d'ordre stratégique? Je pose la question parce qu'on sait on parle par exemple d'un énorme contrat qui est négocié ou qui serait en cours de négociation entre les deux pays, et parmi les acquisitions qui pourraient avoir lieu dans les jours ou les semaines ou les mois à venir pourrait figurer l'avion de combat furtif moteur de 5e génération, par exemple. Alors, avec tout cela, quand on voit cela, est-ce qu'il faut se préparer à quelque chose de stratégique, Linda Larbaoui? Eh bien, écoutez, je vais vous donner la réponse de M. Poutine l'année dernière, au mois de décembre, quand il a fait son discours annuel, quand il s'était adressé à la nation russe. Il avait dit, au moment où il y a eu l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie n'a pas utilisé le nucléaire. Il dit pour l'Algérie, oui. L'Algérie est un pays où on n'a jamais vu un seul mal de ce pays. Vous pouvez chercher même un espion, et un espion ça peut être en dehors de la volonté de l'État même. Hein. Il dit, vous pouvez chercher, il n'y a jamais rien eu. Et il avait parlé justement de l'allié stratégique, et il avait insisté dessus. Si je reprends aussi les paroles de nos dirigeants, ils parlent d'eux-mêmes. Il y a une chose qui est sûre, c'est que les Russes, c'est bizarre, mais c'est comme ça. La Russie impériale, la Russie du tsar avait subi exactement ce que le territoire algérien, la régence d'Alger avait subi. C'était souvent des tentations pour occuper. On a été réduit, malheureusement, les deux peuples ont été réduits à l'esclavage, parce que quand il y avait la France chez nous, l'Algérien était esclave, au sens propre du mot. On n'avait pas de droit, on n'avait aucun droit. Donc, il y a tout un passé commun qui se ressemble énormément. Le combat est le même, c'est l'impérialisme international et le sionisme international, et les forces se sont retrouvées. Maintenant, ce que l'Algérien recherchait, c'était par rapport au retard qu'il a cumulé par rapport à toutes ces années de la colonisation, et ça a duré 132 ans, eh ben, il a recherché un allié solide qui pouvait lui donner le moyen de se défendre, donc les armes.
Les Russes, qu'est-ce qu'ils cherchaient? Les Russes ont toujours parlé des eaux chaudes. Donc, ils ont trouvé Tartous en Méditerranée, en Syrie, ils ont intervenu en Syrie, mais ils ont également un allié en Méditerranée. L'endroit le plus stratégique en Méditerranée, c'est pas Gibraltar, c'est pas Tanger, c'est Oran, c'est la ville d'Oran. Elle est très particulière. La ville d'Oran est très stratégique en Méditerranée. Aujourd'hui, les Russes, eh ben, ils pratiquent la pratique des Russes avec les Algériens, c'est des accords gagnant-gagnant. Ils nous apportent, on leur rapporte. Mais je vais vous donner une nouvelle. C'est que l'Algérie, elle part, et ça a été annoncé par M. Lavrov, l'Algérie va partir dans la fabrication de certaines armes. On parle des Sukhoi 75 par exemple, ou d'autres transferts de technologie et d'autres investissements algériens avec des Russes en Afrique, en Algérie principalement. Donc oui, c'est un allié stratégique, c'est un allié qui peut apporter énormément, tout comme les Russes peuvent nous apporter énormément. Maintenant, je vais quand même vous éclairer sur quelque chose. Malgré que les Russes soient aujourd'hui en opération spéciale ou en guerre en Ukraine, les Russes sont en train d'arranger leur intérieur, ils sont en train de régler tous leurs problèmes, tout comme l'Algérien aussi. Il y a eu ce Hirak, et ben, à partir du moment où Tebboune a été élu, il y avait beaucoup de choses à arranger chez nous, il y avait beaucoup de traîtres qu'il fallait éliminer, des sociétés qui étaient là, des sociétés fictives qu'il fallait fermer, il y a eu beaucoup de choses de fait. Donc l'intérieur est sécurisé en grande partie. Maintenant, il faut sécuriser l'extérieur à partir de l'intérieur. C'est-à-dire que on va aider certainement nos amis maliens à sécuriser leur territoire, tout en s'impliquant juste dans la sécurisation, mais pas dans leurs problèmes internes qui concernent la souveraineté du pays. Par rapport au Nigeria aussi, par rapport à la Mauritanie, je vous avais envoyé il y a à peu près un mois des articles algériens sur le CEMOC qu'on a remis en place. Le CEMOC, c'est une défense commune des pays sahéliens. La France avait cassé ce projet avec le G7, les 5+5. Elle avait cassé ce projet. Donc, il y a à peu près un mois, il y avait les 4 chefs d'état-major. Il y avait le Malien, le Nigérien, le Mauritanien et l'Algérien qui se sont retrouvés à Alger justement pour remettre ça en place. Il n'y a pas de hasard dans la géopolitique. Donc les Russes qui doivent recevoir M. Assimi Goïta l'année prochaine, M. Tebboune qui part normalement au mois de décembre aussi en Russie, Lavrov qui a fait plusieurs déplacements. Avant ces manœuvres, il y avait aussi une délégation russe par rapport aux nouvelles armes que l'Algérie a commandées, dont les S-500. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire et tout est calculé au millimètre parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur quand il s'agit de géopolitique. Maintenant, je vais vous donner une autre information. Normalement, l'Algérie, elle part pour les S-500. Qu'est-ce que ça va permettre? Les S-500 sont tellement puissants, d'après les spécialistes et la presse spécialisée, les S-500 vont permettre de sécuriser une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Donc, on apporte des choses et les Russes sont prêts aussi à fabriquer et à transférer quelques technologies, les Chinois aussi. Et ces manœuvres ne font que renforcer cette relation entre les deux pays qui existe déjà depuis l'émir Abdelkader, depuis le premier traité d'amitié de paix qui a été signé avec la régence d'Alger, c'était avant la colonisation. Après, il y a eu aussi des rapprochements entre la Russie du tsar et l'émir Abdelkader qui lui avait sauvé tous les Russes qui étaient à l'époque en Syrie en train de prier dans des églises orthodoxes, et il avait sauvé également
le consul russe avec toute sa famille, tous les gens qui travaillaient chez lui, les avait accueillis chez lui à la maison, il les a sauvés. Et l'émir Abdelkader, c'était le seul à avoir obtenu la plus haute distinction qu'un étranger a pu avoir par le tsar. Donc tout ça a été remis en état, c'est-à-dire que l'histoire des deux pays joue un rôle aussi dans ces accords. On ne peut pas avoir avec la France des relations pareilles. Par exemple, l'Algérien pensera toujours au 19 juin 1830, quand la France a mis ses pieds en Algérie. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas vivre avec certains pays. L'Espagne aussi. L'Espagne, on a beau dire, mais il y a un contentieux historique avec l'Espagne. Pour ceux qui ne savent pas, eh ben, le roi espagnol, c'est le seul qui ne peut pas porter de couronne. Et tout ça depuis Charles Quint, quand il a essayé d'envahir la régence d'Alger. Il a échoué et il a jeté sa couronne en Méditerranée face à Alger, la ville d'Alger d'aujourd'hui, et puis il a interdit au roi de France de porter une couronne. Donc les Espagnols n'ont jamais oublié, et nous, on n'a jamais oublié non plus. Mais il y a des pays avec qui on peut avoir des relations dans le futur, parce qu'il n'y a pas cette... Il n'y a pas ce contentieux historique qui peut jouer un rôle, un mauvais rôle. Les Français eux-mêmes, en ce moment, ils s'acharnent. Mais qui s'acharne? C'est tout ce lobby de l'Algérie française ou de la France-Afrique. Ils n'ont pas oublié, ils n'oublieront jamais. Surtout que la France est en déclin total et on le voit. Et au lieu de sauver sa peau, eh ben, elle essaye de sauver l'Ukraine. Merci beaucoup à vous. Alinda Larbaoui, vous avez évoqué justement la visite du président, la visite prochaine du président algérien en Russie. On va y revenir tout à l'heure. Le temps pour nous de dire, d'annoncer voilà, aux téléspectateurs que le standard est d'ores et déjà ouvert. Vous pouvez nous appeler en direct pour aborder avec nous cette thématique unique ce soir à travers les numéros de téléphone que vous voyez affichés au bas de votre petit écran à la maison. Alors, pendant qu'on attend les appels des téléspectateurs, j'aimerais peut-être, s'il est possible, de spéculer un tout petit peu. Gamal Abina, alors on sait que, parlant de ces manœuvres militaires conjointes entre la Russie et l'Algérie, on sait que les mouvements tactiques consisteront, entre autres, par exemple, à rechercher, détruire, traquer, détecter, procéder à l'élimination, c'est-à-dire détruire, voilà, les groupes terroristes dans tout le Sahel. Alors, pensez-vous justement qu'une telle opération aujourd'hui tactique uniquement, peut-être plus tard stratégique, permettra effectivement, je vais dire, dans la concrétisation même de la chose, pourquoi pas peut-être de réduire de moitié le terrorisme dans la région du Sahel? Bon, vous avez bien compris que quand les Algériens annoncent ces manœuvres, ça fait des mois qu'ils ont annoncé, ils les font avec grand renfort de publicité. Si en général, ça ne se fait pas comme ça. En général, on parle de manœuvres à courte distance. On n'en parle pas à la presse du monde entier. Bloomberg a fait un titre aujourd'hui en parlant de ces manœuvres, ces fameux Desert Shield. Mais l'idée du Search and Destroy, donc c'est rechercher et détruire, qui est une stratégie très connue sur un plan militaire, est une idée qui est connue de tous et de toutes, une idée qui a été entendue par les groupes et organisations dites terroristes qui évoluent dans le Sahel. Je dis dites terroristes parce qu'il n'y a pas que cela. Il y a aussi des séparatistes, il y a aussi des opportunistes, il y a aussi simplement des voyous qui font du racket ou qui font qui font des enlèvements pour prendre de l'argent. Mais toutes ces organisations criminelles, pour faire simple, ont entendu le message. Ils savent parfaitement qu'aujourd'hui, les Russes sont présents au Mali, dans le sud, qu'ils ont fait une pression sur le nord et qu'en plus, il y a une délégation russe dans le nord qui réfléchit à la méthode d'éradiquer ces mouvements. Alors, le message était envoyé de façon très claire. Et il n'est pas difficile de penser que c'est un message à destination de ceux qu'on veut combattre, sachant que les deux pays, l'Algérie et la Russie, qui ont eu à faire des mouvements terroristes, mais surtout qui savent que l'intérêt des deux, c'est d'en finir avec ces organisations
terroristes, les Russes pour montrer qu'ils ont gagné leur pari par rapport à la France sur l'opération Berkane, et puis les Algériens pour dire que, puisque les terroristes viennent de chez nous et se font déporter à l'étranger, nous avons les responsabilités engagées par rapport à nos frères africains. Donc oui, on peut penser que ces manœuvres sont une sorte de préambule à d'autres manœuvres futures, puisque le pas est franchi, c'est bien une force militaire étrangère qui est sur le territoire, pour sans doute en finir avec ces organisations. Je tiens à rappeler encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, que l'Algérie a réformé la Constitution pour que l'armée puisse sortir de ses frontières, ce qui n'était jusqu'à présent interdit sinon pour la cause palestinienne. Eh bien aujourd'hui, l'armée est en mesure de pouvoir intervenir dans ses frontières extérieures. On sait qu'ils sont déjà plus ou moins intervenus sur la frontière tuniso-algérienne par rapport à des mouvements terroristes connus. Et là, on se rend bien compte que sur le Mali, la problématique est posée. Les relations entre l'Algérie et le Mali sont bonnes. Les relations entre l'Algérie et la Russie sont excellentes. La Russie et le Mali sont excellentes. Donc, c'est trois pays qui ont tout intérêt à ramener la paix civile dans la région, sachant qu'on estime qu'il y a au moins entre 5 et 10 000 morts consécutifs aux actions terroristes. Donc oui, la question est posée. Et pour répondre simplement, je pense qu'effectivement, quand on fait beaucoup de publicité sur des manœuvres militaires, c'est pas seulement pour faire plaisir ou alors avertir l'Occident qu'il y a un redéploiement des forces, que ces manœuvres sont prévues de longue date, mais c'est surtout pour dire aux organisations, attention, les Russes sont en présence, les Algériens ont décidé de changer de position et d'être plus offensives, nous vous invitons à rendre les armes. C'est une façon de faire des pressions psychologiques qui sont parfaitement entendues. Ensuite, pour finir mon propos, je dirais simplement que ce qui dérange dans l'histoire, et ça dérange les Américains, c'est que là, bon, il y a des mouvements américains qui voudraient sanctionner l'Algérie pour sa relation avec la Russie, mais d'autres ont répondu que cette relation est tellement ancienne qu'on ne peut pas parler d'opportunisme ou de volonté de fracturation, puisque les Algériens sont en très bon terme avec les Américains, contrairement à l'idée reçue. Donc la question qui se pose, c'est dans quelle mesure l'Algérie va pencher plutôt du côté Est, et je pense qu'il y aura une accélération dans ce sens-là, et dans quelle mesure l'Algérie ne rompra pas ses relations cordiales avec le côté Ouest. C'est un pays qui a une tradition diplomatique très ancienne et qui sait jouer des deux cordes, mais qui ne tombe pas dans le piège de l'alignement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est le pays le plus non allié de la région. Donc c'est vrai qu'on a tendance à penser immédiatement dans ces manœuvres militaires au Maroc. Bon, je rappelle quand même que le Maroc, c'est une petite force militaire, ça ne pèse pas bien lourd, et de toute façon, en tous les cas de figure, ça n'a aucun intérêt que des pays frères s'affrontent, puisque ce serait que les populations qui souffriraient. Mais par contre, la réalité, c'est plutôt sur un plan géostratégique un peu plus élargi, sur l'Afrique. Il leur faut un gendarme. Les Américains auraient aimé compter sur l'Algérie, ce n'est pas possible. Ils sont obligés de se rabattre sur l'Égypte. Mais c'est l'Algérie, le point long de l'Afrique du Nord. C'est l'Algérie qui est centrale sur un plan géographique, hein, il suffit d'en parler. Plus grand pays d'Afrique, plus grand pays arabe, le plus armé, le plus équipé, le moins endetté. Donc tous ces éléments concourent à penser qu'effectivement, il faut ménager les Algériens et il faut faire en sorte que la relation extrêmement bonne qu'avec la Russie ne s'accélère pas. Donc il y aura tout un tas de tractations qui vont conduire à cela. Et je pense, pour finir, effectivement, que ces manœuvres-là sont destinées à faire peur aux organisations terroristes, mais à rappeler effectivement qu'il y a un redéploiement des cartes et que l'Algérie est souveraine à bord. D'accord, merci beaucoup Gamal Abina. On va à présent ouvrir le standard et permettre aux téléspectateurs de réagir également avec nous, de partager leurs analyses sur cette thématique avec nous. On va retrouver M. Jean qui nous appelle des États-Unis. Bonsoir à vous, M. Jean. Merci de nous retrouver en direct. Bienvenue. Bonjour Vanessa. Bonjour à vos invités. Kamal et Linda. Bonjour techniciens. Tous qui écoutent Afrique Média. Merci de m'avoir donné l'antenne encore concernant ce sujet. C'est très important. C'est très important. Lina Al-Bawi l'avait annoncé il y a longtemps et nous attendions cela. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous remercions la compréhension des Algériens et parce que l'Algérie après la Libye que les Occidentaux avaient détruite, c'est l'Algérie qui était visée. Parce qu'ils savaient que quand ils atteignent l'Algérie, c'est fini. Et nous savons ce qui est là. C'est pourquoi l'Algérie aujourd'hui, nous sommes aussi nous sommes contents et nous sommes rassurés que la lutte avance. Du fait que l'Algérie et le Mali, aujourd'hui, s'accordent. C'est très important. Donc, cette manœuvre est la bienvenue, est déterminante. Ce n'est pas de la blague. Ceux qui se trompent encore, les pays qui se trompent encore, pensant que l'Occident doit leur confiance,
C'est grave. Ces individus qui sont à la tête de des pays africains qui pensent comme ça, nous leur souhaitons de partir. C'est vrai, de quitter là pour que un Africain qui veut la souveraineté de l'Afrique vienne pour pouvoir savoir choisir partenaire de circonstances pour avancer, pour atteindre l'objectif. Lorsqu'un a faut mentir aux Africains et a faut détruire et continuer de détruire l'Afrique, regarde ce que le discours de Macron qui parle de fabrication des engrais, et c'est ce petit gamin qui va faire le programme des Africains, des pays africains pour le développement. Et les gens continuent de regarder comme oui, comme espoir. Ça, on ne sait même pas ce qui manipule. Je sais, moi je sais. Ce qui les manipule, c'est que comme on les recrute dans les formations de on leur machine le cerveau. Il ne faut que regarder. C'est ce que leur dit le maître qui croit. Donc, nous invitons les autres pays à bien réfléchir et à voir ce qui se passe et à choisir le bon camp. Pas le camp qui nous fait perdre le temps depuis longtemps, mais le camp qui va nous faire avancer. Si les États-Unis et les alliés ont fait les manœuvres au Maroc, mais ce qui se passe maintenant, c'est ce qui est vrai pour l'Afrique. Ce qui s'est passé au Maroc, ça c'est pour la domination, c'est pour les plans diaboliques. Comment faire pour détruire la région du Golfe de Guinée? Comment faire pour exploiter l'hydrogène qui servira de source, une nouvelle source énergétique comme l'a dit Kalala Omotou, de personne âme? C'est ça. C'est tout ce qui a fait qu'on l'a tué. Mais nous allons, et les oreilles ont attendu. On va développer, l'Afrique va développer ses sources énergétiques pour être indépendant complètement de ce que les barbares, les plus belles de sang humain ont instauré sur la terre. Comme source énergétique. Alors, n'ayons pas peur. Nous avançons. Cette manœuvre doit continuer et être multipliée. Courage. Si on tue 1, 20, 30, naîtront. Parce que c'est une lutte divine. L'Afrique doit être libérée et restaurée. Que Dieu bénisse, sommes en guerre. Bye. Pour votre appel et votre participation. Alors, avant de poursuivre, pendant qu'on attend les autres appelants, Lina Larbaoui, j'aimerais revenir avec vous sur ce que vous disiez tout à l'heure concernant la visite annoncée du président algérien. On va y revenir tout à l'heure d'ailleurs, du président algérien en Russie, parce qu'on sait que c'est une invitation qui date quand même de 2 ans. On va y revenir, le temps pour nous de prendre cet autre appelant qui nous a rejoint. Allô, bonsoir à vous au téléphone, bienvenue, merci de nous retrouver en direct. Bonsoir à la grande sœur Linda Larbaoui. Oui, je dis bonsoir à tout le plateau et je me félicite une fois de plus de faire partie du conseil des sages. Du moins, j'essaierai d'en faire partie. D'être à la hauteur. Voici, je me disais encore une chose. La manœuvre russo-algéro-russe témoigne d'au moins une chose. Les désirs profonds de la France, ces désirs sont en train de voler. Car cette manœuvre ne vient servir que de dissuasion. Question d'intimider, question de faire peur à l'ennemi. Et j'en suis fier. Aujourd'hui, M. Macron organise des conférences sur la paix. Mais quel niveau d'agressivité peut-on constater là? Quel niveau de violence? Comment celui qui est convoqué par un pays africain est convoqué au Conseil de sécurité de l'ONU, accusé d'avoir violé, c'est-à-dire alimenté des terroristes, comment celui qui a fait ça peut se targuer d'organiser une conférence sur la paix? Monsieur Macron, cette terre est révolue. Cette terre est révolue. Et je dis encore, la manœuvre algéro-russe n'est que le point de départ. Nous, ici, au Cameroun, nous vous attendons de pied ferme. Il ne suffit pas de nommer comme ambassadeur un général.
Il suffit de déclencher la guerre et vous aurez la plus grande honte du monde. Dans l'histoire de la France, vous ne suivez plus jamais une défaite que celle-ci. Nous vous avons aidé sur votre sol. Qu'avez-vous fait de nous? Nous sommes venus en aide à votre peuple. Qu'avez-vous fait de nous? Vous parlez du sentiment anti-français. Est-ce vraiment suffisant? Je me le demande. En tout cas, la guerre continue sur Afrique Média, ou du moins, la riposte commence sur Afrique Média. Afrique Média, le monde est fini. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, cher monsieur. Merci pour votre appel et votre participation. Derrière vous, on prend un autre téléspectateur qui nous a rejoint. Allô, bonsoir à vous, bienvenue, merci de nous retrouver en direct. Allô? Allô, bonsoir, bienvenue. D'abord? Allô, bonsoir, bienvenue, Allô? vous êtes en direct. Allô, bonsoir, bienvenue, vous êtes en direct. C'est le débit terrain, mais la connexion est faible. D'accord, allez-y, on vous écoute. Allô? 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 Voilà, je pense qu'on a peut-être quelques soucis avec le retour du téléspectateur. Vous pouvez nous revenir quand vous le souhaitez. Linda Labaoui, tout à l'heure, je souhaitais revenir avec vous sur ce que vous disiez concernant la visite annoncée du président algérien en Russie. Eh bien oui, on s'en souvient, le 11 novembre dernier, le ministre algérien des Affaires étrangères annonçait la préparation de la visite du chef de l'État algérien en Russie, un voyage tout de même attendu. Depuis, il faut le rappeler, la première invitation de Vladimir Poutine, c'était en 2020. Alors, Linda Labaoui, la question elle est en deux volets, c'est pourquoi précisément maintenant? C'est-à-dire l'invitation, elle est formulée quand même il y a 2 ans déjà. Alors, est-ce que le fait que le président algérien finalement se décide à y aller en fin d'année, est-ce que cela a une signification particulière dans le contexte actuel? Ça, c'est la première partie de la question, le premier volet. Et le second volet, pourquoi avoir quand même attendu si longtemps? Ça fait quand même 2 ans que le président Vladimir Poutine avait formulé cette invitation. Il faut quand même rappeler qu'en 2020, on était en pleine crise Corona. Il y a déjà ce fait qui est là. Mais en 2020 aussi, il y a eu pas mal de perturbations. Parce que il y a eu la période Bouteflika, mais il y a eu la période aussi du frère de Bouteflika, où il y a tout ce qu'on a appelé nous les Sabbat, donc le gang, qui a pris possession du sceau de la République et qui a donné des contrats à tout va à beaucoup de pays là où ils avaient des avantages. Donc il fallait nettoyer déjà ce qu'il y avait et il fallait mettre de l'ordre dans le pays. Beaucoup de choses se sont passées depuis 1982 quand le terrorisme a commencé en Algérie, la guerre qu'on a appelée la décennie noire en 92, l'arrivée de Bouteflika qui a arrangé beaucoup de choses. Bouteflika était venu pour sortir l'Algérie des sanctions. On était sanctionnés, on ne pouvait pas acheter des armes. Donc il y a eu tout ça. Il y a aussi des armes que l'Algérie attendait. Donc il y a eu beaucoup de choses de fait depuis 2020, mais il fallait nettoyer l'intérieur du pays, stabiliser le pays et puis faire face à cette crise mondiale qui de la crise du Covid-19 et outrepasser tout ça. En 2021, les choses s'étaient améliorées, mais il y avait encore un peu de boulot à faire. La jeunesse était toujours révoltée, beaucoup de jeunes qui n'avaient pas de travail, tout ça. Donc, il y a eu des décisions de prise pour calmer la jeunesse, réouvrir des centres de formation
Le président Tebboune a accordé la pension chômage à ceux qui ne travaillent pas. Il leur a accordé la couverture sociale en attendant qu'ils soient formés. Et donc tout ça, ça compte pour stabiliser un pays, pour avoir le soutien du peuple. Il faut aussi dire que Tebboune, quand il a été élu, la moitié du peuple algérien était contre le vote à cette époque-là, parce que M. Tebboune a fait partie des anciens gouvernements, donc tout le monde n'était pas pour lui. Et donc il fallait qu'il montre qu'il a envie que l'Algérie change, que l'Algérie avance, et que les Algériens puissent quand même profiter de la richesse de leur pays, à condition qu'ils participent aussi, parce qu'il ne suffit pas juste de dire c'est mon droit. Il y a aussi de l'autre côté ce qu'on prend, mais il y a ce qu'on donne aussi. Donc nous avons des devoirs envers ce pays. Et au moment où la jeunesse a commencé à croire en ce président, donc il y a eu cette guerre en Ukraine, mais il y a eu aussi la déchirure entre tous les pays arabes, l'aggravation de la situation au Mali par rapport à M. Assimi Goïta et son gouvernement qui n'était pas accepté. On a vu trois fois les déplacements de M. Ramadan Amamra. Il y a aussi la situation Niger, où le vote qui était prévu au mois de décembre dernier et en Libye qui a été annulé. Donc il fallait composer avec tout ça. Ce qui est bien, c'est que je pourrais dire que le sommet de la Ligue arabe en soi, c'était une réussite parce que tous les pays ont participé. Les résultats, on connaîtra les résultats plus tard, mais ça commence déjà à montrer qu'il y a des bonnes décisions qui étaient prises. Là, je vous donne un petit exemple. La Tunisie, qui elle cherchait le moyen de s'endetter et elle ne pouvait pas avoir de crédit par rapport aux banques européennes et puis l'FMI, et bien là, juste après le sommet de la Ligue arabe, il y a le président de la banque arabo-musulmane qui est parti en Tunisie pour régler une partie de ce problème, par exemple. Vous voyez, donc tout ça comptait. Il y a aussi la situation en Somalie, tout ça joue. C'est-à-dire que pour qu'un président puisse se déplacer, et là, ce qui compte faire M. Tebboune, c'est il y a des accords qui vont être signés, des accords par rapport militaires, parce que c'est lui le numéro 1 de l'armée algérienne. C'est le président qui est le numéro 1, qui est le ministre de la Défense aussi. Il y a des accords par rapport aussi du commerce. La Russie compte augmenter ses investissements. C'est beaucoup de choses qui vont se faire dans le futur et lors de ce déplacement. Et je pense qu'il va y avoir aussi la préparation du déplacement de M. Assimi Goïta, parce que c'est sûr que le sujet Mali sera abordé comme le sujet libyen sera abordé. Les Algériens ne se sont pas cachés pour dire que ces sujets-là, il faut que ça soit abordé, puisque la Russie, elle est en Libye, mais elle est aussi au Mali. En Libye, c'est une autre histoire, mais le Mali, c'est le choix du peuple malien et du gouvernement malien. Donc, il faut composer avec tout ça et on pourra avancer. Mais si un président se déplace alors qu'il n'y a rien à traiter, rien n'est prêt, eh bien, là, c'est un peu compliqué. Maintenant, pour nos amis maliens, j'ai une très, très bonne nouvelle qui les concerne aussi bien que nous, les Algériens. Le mois dernier, l'Algérie a déclaré certaines zones comme zones franches. Si on veut investir, on ne paie pas d'impôts, on a des facilités, tout ça. Donc la région, et cela depuis presque 15 ans, la région de Borj Badi Mokhtar, qui est vraiment la frontière du Mali. Il y a la ville de Timiaouine. Timiaouine, c'est à 30 km du Mali, ou moins que ça. Les Tinzaouatine qui sont déclarés en zone franche, et puis il va y avoir des investissements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la région commence à se stabiliser. Et ce que je vous ai dit depuis quelques mois, à partir du 1er novembre, quand il y aura ces manœuvres, le visage du Sahel changera. C'est fini pour le terrorisme. Là, ça ne rigole plus. Et réellement,
même des fois, je rigolais, je disais, les terroristes, ben, je leur conseille de courir très vite parce que c'est terminé, ça rigole plus. Ceux qui les embauchent, ils ont qu'à les emmener chez eux. Nous sommes fatigués de tout ça. Réellement, nous sommes fatigués. Je suis de la génération qui a été sacrifiée par rapport à ces islamistes, à ces faux musulmans, à ces renégats. Aujourd'hui, ce que disait notre ami tout à l'heure, que je remercie, l'intervenant, eh ben, le GIA avait un journal qui se vendait à 5 francs dans les kiosques français. Le GIA était financé en partie par un journal qui se vendait à 5 francs dans les kiosques français, avec la bénédiction de Mitterrand. Donc, l'histoire, on la connaît. Aujourd'hui, il faut sécuriser tout ça. Ces manœuvres, ça tombe très bien. Le rapprochement entre l'armée malienne et l'armée algérienne, l'armée du Niger et de la Mauritanie me conviennent encore plus davantage à moi, et je pense qu'à tous les pays sahéliens. Et un point névralgique et stratégique, c'est la ville de Borj Bedji Mokhtar, où il y a une grande caserne, et cette caserne va recevoir davantage d'armement et davantage de moyens pour nettoyer le Sahel. Pour toutes ces explications. Gamal Abina, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les manœuvres militaires navales dont on parlait tout à l'heure, parce qu'on parle, tout à l'heure, vous nous expliquiez de bout en bout justement l'objectif, ou alors les objectifs, entre autres, de ces manœuvres militaires conjointes sur le sol algérien, entre la Russie et l'Algérie. Alors revenons un tout petit peu, cette fois-ci, sur les manœuvres militaires en mer du mois d'octobre dernier. On sait que l'Algérie et la Russie avaient lancé le mois dernier un exercice militaire conjoint de 4 jours en mer Méditerranée. La question que j'aimerais vous poser, c'est pour le cas des manœuvres militaires sur le sol malien, terrestre, on connaît désormais l'objectif, mais quels étaient selon vous l'objectif clair justement des manœuvres navales? Parce qu'on sait qu'il y avait eu un détachement de navires de guerre de la marine russe qui avait accosté très exactement le 18, voilà, je crois le 18 octobre dans le port d'Alger pour un exercice conjoint avec les forces navales algériennes. Et selon vous, en mer Méditerranée, en pleine mer Méditerranée, quels étaient les objectifs justement de ces manœuvres-là? Simplement qu'un grand allié de l'Algérie, il y en a deux dans la région, indépendamment de la Russie, excusez-moi, il y en a deux dans la région. Il y avait évidemment la Libye, dont on sait que le principal base navale, la sortie en Méditerranée possible des Russes passait par la base syrienne, par ce port syrien, et surtout la Libye, qui était un grand allié, mais malheureusement, avec Saif al-Islam, eh bien, il y a eu une inflexion de la relation libyo-russe. Les Russes et les Libyens se sont un petit peu détachés. Ça a été une erreur stratégique de la part de Kadhafi, et finalement, ça lui a coûté la vie en 2011, dont on sait malheureusement aujourd'hui que beaucoup de gens voulaient sa peau depuis 42 ans et qu'ils ont fini par l'avoir. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi ces manœuvres en Algérie? Simplement parce que le pays le plus important qui était les soutiens de la Libye, c'était, dès le départ, il y avait d'abord la Syrie, évidemment, qui est un allié traditionnel. Il y avait évidemment la Libye, dont je viens d'en parler, et l'Égypte, qui était aussi un allié traditionnel des Russes, puisque du temps de Nasser, effectivement, les relations russo-égyptiennes étaient excellentes. C'est d'ailleurs essentiellement l'équipement des Russes en Égypte qui a fait les différences par rapport à la guerre de 73. Et donc aujourd'hui, tous ces États soit ont basculé du côté du bloc américain, je parle de l'Égypte depuis 77, ou soit simplement ont été détruits comme la Libye malheureusement et la Syrie. Il reste donc un seul État stable, efficace, fort, avec une armée forte, c'est l'Algérie. C'est le seul pays qui est un véritable allié absolu, j'ai envie de dire, par rapport aux autres, de la Russie, puisque c'est un allié depuis les années 60. Et l'Algérie, qui est essentiellement équipée effectivement par les matériels russes, connaît très bien son partenaire. Et quand les manœuvres se font entre les Algériens et les Russes, il faut savoir par exemple que les Algériens possèdent, c'est un des rares pays de la Méditerranée à posséder 6 sous-marins, je crois qu'ils en ont 8 maintenant. Ce sont des sous-marins kilos de petite portée, mais qui font le travail de surveillance en Méditerranée. Ensuite, des manœuvres militaires, quand on fait des manœuvres concertées entre deux pays, c'est pour garantir une bonne compréhension de ces deux forces armées si un jour il devait arriver une intervention ou si simplement l'Algérie devait améliorer ses capacités de connaissance du matériel chèrement acquis. Donc, pourquoi ces manœuvres en Méditerranée? Simplement parce que
En face, le bloc occidental, donc la France évidemment et toute la communauté européenne. De l'autre côté, les blocs de l'OTAN. Donc les Américains font régulièrement des manœuvres avec le Maroc, qui est considéré comme étant du bloc occidental en termes politiques et stratégiques, l'Espagne bien évidemment, et l'Égypte. Donc ça fait une sorte de tenaille comme ça entre le Maroc et l'Égypte, où l'Algérie, la Libye et la Tunisie se retrouvent un petit peu enfermés. Donc les Russes veulent garantir un redéploiement de forces, un rééquilibrage des forces en Méditerranée, cette fameuse Mare Nostrum qui est une petite mer finalement, mais partagée par autant de pays que de tensions dans le monde. C'est la région où on a eu le plus de mouvements militaires depuis quasiment l'aube des temps. Et aujourd'hui, cette région a vocation à être stabilisée ou simplement à bien définir les zones de démarcation. L'Algérie ayant choisi un camp de non-alignement, mais tout de même proche de la Russie, a décidé ces manœuvres pour garantir que si un jour il devait y avoir une agression, comme par exemple ça a été le cas en Libye, eh bien, il ne serait pas seul. Les Libyens se sont malheureusement, comme je l'ai dit, isolés parce que le pari de Saïf al-Islam, c'est un rapprochement avec les États-Unis, ça lui a coûté effectivement la destruction de son pays. L'Algérie a parfaitement tiré l'enseignement de ce qu'on a fait à la Libye et a décidé aujourd'hui de se rapprocher de puissances solides militairement et économiquement, Russie, Chine bien sûr, mais pas seulement. Elle est en très bon terme avec les Turcs, elle est en très bon terme avec l'Arabie aujourd'hui. Alors, c'est plutôt paradoxal. En très bon terme évidemment avec le Qatar, on en parle beaucoup des relations avec le Qatar. Bref, l'Algérie sait neutraliser ses ennemis et sait se mettre en bon terme avec ses amis. Ces manœuvres sont donc des manœuvres dilatoires, entre guillemets, des manœuvres plutôt pas dilatoires, mais des manœuvres plutôt de réaffermissement de la puissance militaire russe et algérienne. Et ces manœuvres ne feront qu'augmenter dans le futur. L'autre aspect, évidemment, économique n'est pas anodin. Le principal fournisseur des équipements militaires algériens, ce sont les Russes. Et les Russes donnent des équipements de très haute technologie. Tout à l'heure, c'est évoqué par Linda. Les Sukhoi, par exemple, les derniers modèles Sukhoi sont disponibles par les Algériens. Les futurs furtifs vont être sans doute le premier pays du Sud à être équipé de ce type d'avion furtif qui était l'exclusivité des Russes et des Occidentaux. Et les Algériens maîtrisent, et c'est ça le plus important, maîtrisent les tirs de missiles mer-air. Ça, c'est exceptionnel. Personne ne s'attendait à ce que les Algériens puissent tirer des missiles à partir de sous-marins. Donc ça vous donne un petit peu une teneur entre les sous-marins, les frégates et tout un tas de pavillons qui commencent à se développer en Méditerranée. L'Algérie commence à placer ses forces et une fois un député français va faire la remarque en s'inquiétant de la montée en puissance des Algériens parce qu'effectivement, quand on commence à contrôler sa sécurité par son armée, on garantit évidemment un développement économique à terme. Donc ces questions-là sont interconnectées. Beaucoup critiquent des budgets faramineux algériens. Là, ça va être 13% du budget de l'État pour l'armée, mais malheureusement, il y a des réalités. Si votre pays n'est pas sécurisé, eh bien l'Irak, la Libye, la Syrie, la Somalie, le Soudan et j'en passe, finissent par être détruits par les étrangers qui ont tout intérêt à voler évidemment les richesses du pays en détruisant l'infrastructure des pays et son État-nation. Donc l'Algérie a choisi effectivement stratégiquement l'allié le plus solide dans la région. Merci Gamal Abina. Alors vous restez avec nous tout à l'heure avec Linda Larbaoui, on évoquait justement cette visite annoncée du président algérien en Russie. Est-ce que vous pensez, et là je pose cette question comme ça de façon, on va dire, anticipative, est-ce que vous pensez qu'au terme, par exemple, de cette rencontre, cette visite annoncée entre les deux chefs d'État algériens et russes, par exemple, qu'un nouveau, pourquoi pas, un nouveau partenariat stratégique plus approfondi pourrait être signé entre les deux pays? Alors, je vais être très clair avec vous et je vais être très clair avec tous les Africains qui nous écoutent parce qu'il faut être très clair. Les Russes défendent des intérêts qui sont les leurs et c'est normal. Le signe qui prouverait, je parle de preuves, pour l'instant, la Russie se comporte bien dans sa relation avec l'Afrique et ne trahit pas ses partenaires, bien que l'Union soviétique se soit effondrée. Mais ce qui va démontrer que les Russes, et j'espère que M. Tebboune obtiendra cela, parce que c'est bien que Linda Larbaoui a fait remarquer tout à l'heure, il ne pouvait pas aller en Russie en 2020 d'abord, parce que c'était le Covid, ensuite parce que personne ne se déplaçait quasiment, et surtout parce que lui-même était malade. Il a dû se faire soigner en Allemagne, ça a duré des mois, on a même cru qu'il allait mourir, parce que précisément, il venait juste d'arriver au pouvoir et hop, le Covid est arrivé. Donc aujourd'hui, la situation sanitaire s'est améliorée, on le sait, mais il y a une réalité. Si les Russes veulent vraiment prouver, parce que pour l'instant, le principal acheteur d'armement de la Russie, c'est l'Algérie. Il faut savoir que c'est le champion du monde de l'achat d'armement des Russes. Que tous les complexes industriels russes sur le plan militaire se satisfont largement du fait d'avoir un client aussi sérieux, qui paye sur long, qui en a les moyens. Mais si les Russes veulent prouver réellement, indépendamment de ce qu'ils ont fait au Mali, où ils ont donné de bons équipements, qu'ils ont l'intention de faire une relation de co-partenariat, de co-développement et de garantie de sécuritaire, il faut qu'ils prouvent qu'ils sont en mesure de faire, et j'espère que ce que Linda tout à l'heure a dit était vrai, que les Russes vont faire effectivement de la production d'armement
dans les pays dans lesquels ils vendent des armes. Je prends l'exemple de l'Algérie, par exemple, où on achète énormément de matériel militaire, mais aujourd'hui, le seul pays il y en a deux aujourd'hui, qui ont accepté de faire du transfert de technologie et de faire de la formation et de la fabrication d'armement, je parle de la fabrication, c'est les Allemands et les Italiens. Avec Mercedes-Benz qui fabrique des véhicules blindés avec la Société nationale des véhicules industriels algériens, SNVI, et de l'autre côté, les Italiens avec Augusta qui vont installer le premier centre de fabrication d'hélicoptères. Les Russes, de ce point de vue-là, ne sont pas du tout présents, ils sont absents. Donc si effectivement M. Tebboune va en Russie et qu'il n'obtiendront pas un raffermissement de la relation, elle est déjà bonne, mais certainement des contrats signés pour que les Russes acceptent enfin de faire fabriquer sur le territoire algérien des armements de haute technologie, à ce moment-là, effectivement, à ce moment-là, le monde changera et les Russes prouveront qu'ils sont beaucoup plus en avance sur le plan de la relation qu'avec les autres pays. J'espère que ce sera l'ouverture à ce genre de perspective de proposition de fabrication d'armes et de fabrication simplement de métiers, d'emploi, de connaissances, de technologies et puis surtout de formation. Tous ces éléments sont très importants parce qu'un pays qui prouve qu'il est en bon terme avec un autre pays est capable de faire un transfert de technologie. Là, aujourd'hui, les Américains, malheureusement, les Américains le font avec les Égyptiens. Actuellement, l'Égypte fabrique des chars Abraham sous licence américaine et sur territoire égyptien, ce qui explique que c'est une grande puissance industrielle. Les Algériens ne bénéficient toujours pas de ces transferts de technologie de la part des Russes. On l'attend avec impatience et si jamais ça arrive, on pourra enfin dire que les Russes sont vraiment les alliés des Africains. Pour ces explications. Alors, Linda Larbaoui, une dernière question avant de sortir de l'émission. Et tout à l'heure, à l'entame d'ailleurs de vos propos, vous parliez de la réaction, je dirais même le regard, pourquoi pas, le regard porté notamment par le Maroc et la France sur l'Algérie depuis le début, ou l'annonce même de ces manœuvres militaires sur terre entre l'Algérie et la Russie. Alors, si en tant soit peu, la France ou encore le Maroc ne voient pas du tout d'un bon œil ces manœuvres, peut-être, je m'interroge, que pensez-vous des États-Unis? Parce que quand on fait une certaine lecture géopolitique, on a le sentiment, au regard de l'actualité, bien sûr, géopolitique de ces dernières semaines, que d'une certaine façon, les États-Unis évitent justement de contrarier l'Algérie. Comment comprendre cela, Linda Larbaoui? Le jour où j'ai fait l'émission avec vous par rapport à l'Arabie Saoudite et l'Algérie, j'avais dit il n'y aura pas de sanctions parce qu'il y a des données qui sont là. C'est pareil, beaucoup d'Africains, j'en ai parlé sur Afrique Média, les États-Unis, en dehors du fait que l'Algérie est stratégique et puis ils n'ont pas envie qu'il y ait une coupure avec l'Algérie, c'est déjà arrivé dans les années 70, en 74 je crois. Boumedienne avait rappelé l'ambassadeur. Il faut savoir une chose, que les États-Unis, les 13 États qui ont formé les États-Unis, ils se sont formés en confédération. Fédération, ça vient du mot fardi, c'est un mot arabe. Ils s'étaient adressés au Bey d'Alger. Et le traité, tous ceux qui veulent retrouver ce traité, le mot-clé, c'est 13 États américain, Tripoli, Libye, et vous allez avoir ce traité. Donc c'est l'Algérie qui a permis, c'est la régence d'Alger qui a permis aux États-Unis d'exister en tant qu'État fédéraux. Et il y a aussi le premier traité d'amitié qui a été remis en vigueur d'ailleurs par Condoleezza Rice, puisque les archives de l'Algérie, c'est la France qui les a spoliées, et c'est Condoleezza Rice qui avait redonné à Alger tous les traités qui ont été signés par les Américains. Donc il y a un passé qui est là. Je vais aller même plus loin. Au musée de l'armée à Alger, on retrouve des armes américaines, puisque quand il y a eu la guerre, au moment où la France est arrivée sur le territoire algérien, c'est vrai que les armes étaient c'était des silex, donc c'était des armes un peu archaïques par rapport à ce que possédaient les Français à l'époque, et c'était les États-Unis qui ont donné à l'émir Abdelkader tout un chargement, un bateau plein d'armes pour qu'il puisse se battre contre les Français, et c'est ça qui lui a permis de rester 17 ans en guerre contre la France.
Donc il y a un passé qui est là. Après, on va remonter le temps. Si on prend Eisenhower, il était contre la libération de l'Algérie, mais dès qu'on passe à JFK, à son âme, lui, il a joué dans ce jeu-là, c'est-à-dire que les Algériens méritaient leur indépendance. Et il y a un très très beau discours qu'on trouve aujourd'hui encore sur YouTube, où le conseil qui est donné aux Algériens justement. Donc il y a un passé qui est là. Après, au niveau des hydrocarbures, les Soviets étaient moins compétents que les Américains. Donc c'est les Américains qui sont venus pour développer une bonne partie de la Sonatrach, tout ça. Donc ils ont des investissements. Et si on va plus loin, eh ben, l'Algérien a une 5e colonne. C'est le seul pays où la diaspora joue un rôle important. On l'a vu pendant Hirak, on l'a vu avant Hirak, on l'a vu à chaque fois qu'il y a eu des interventions d'un pays étranger qui a voulu agresser l'Algérie, et bien la diaspora a joué un rôle. C'est cette même diaspora qui a sauvé l'Algérie des années 90, où il n'y avait plus d'avions de nulle part à part l'Italie qui envoyait des avions âgés. On avait une grosse crise économique, l'FMI qui nous réclamait beaucoup d'argent. C'est cette même diaspora qui a sauvé l'économie algérienne. Donc, les Américains savent très bien que l'Algérien, c'est un combattant et il aime son pays. Quels que soient nos rapports avec ceux qui nous ont dirigés, moi, mon pays, je ne le touche. Il ne faut pas toucher à mon pays. Voilà, nous avons une dette de sang envers tous ceux qui sont morts pour libérer ce territoire et ça se respecte. Donc si aujourd'hui j'ai un passeport, si aujourd'hui les Algériens ont des retraites en France, parce qu'à l'époque, quand on était colonisé, ils n'avaient pas de retraite, donc on doit ça à des gens qui sont morts pour nos libertés. Donc ça, il faut respecter. Et l'Américain le sait très très bien. D'ailleurs, pour finir, en 2020 ou en 2021, les rapports de la CIA étaient semblables et ils disaient à la France, surtout, il ne faut pas énerver les Algériens parce que la France risquait de le payer très fort. Et il y a un dernier rapport qui dit justement, qui concerne le Mali et qui concerne la France. Ce rapport dit clairement que le jour où la France a perdu l'Algérie, eh ben, elle a perdu le Sahel. Donc les Américains n'ont pas envie de vivre ça. Voilà, bah oui, merci pour toutes ces explications et vos analyses. Gamal Abina, très rapidement, un dernier mot pour sortir de l'émission, en quelques secondes seulement, s'il vous plaît. Simplement, j'ai envie de dire, par rapport à ces questions de manœuvre algérienne, c'est que c'est un prélude, un préambule à sans doute d'autres manœuvres qui vont arriver, qui vont s'accélérer, et que certainement la consécration de ce pilier d'Afrique du Nord par rapport à ces manœuvres avec les Russes va certainement donner, je le suppose, maintenant on ne peut pas tout affirmer, mais va donner certainement l'accélération de la sécurisation dans le Sahel. Je pense qu'il y aura un effet tenaille qui va se mettre en place. Je pense que les Russes sont là pour durer avec les Algériens et je pense surtout que l'intérêt, puisque l'Algérie est un laboratoire depuis toujours, pour le reste de l'Afrique, c'est de dire que peut-être le modèle russe, s'ils font des avancées, comme j'expliquais tout à l'heure sur le plan du transfert de technologie, eh bien le modèle russe peut être copié dans d'autres régions. Le Mali et l'Algérie, c'est des pays qui sont très proches. La Russie et l'Algérie aussi aujourd'hui, évidemment, le Mali et la Russie. Donc ces coalitions actuelles peuvent donner quelque chose de serein, de beaucoup plus sain. Et je donne une note positive, une sortie définitive du néocolonialisme qui n'a que trop duré dans la région. Je vous remercie. Merci également à vous, Linda Larbaoui. Merci à tous les deux d'avoir échangé avec nous sur cette thématique unique ce soir. Merci à la grande équipe technique de ce soir. Restez bien sûr en compagnie de nos programmes qui se poursuivent, chers téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis de bout en bout. Le rendez-vous est pris pour demain lorsqu'il sera 17h30 à Malabo en Guinée équatoriale. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Afrique Média. Le monde, c'est nous. Oui, bonsoir monsieur, je suis monsieur Teka. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique.
vous êtes la seule chaîne